conférencier, activiste panafricaniste, anti-impérialiste et aussi chroniqueur dans votre émission préférée. Il vient de publier aux éditions New African Cultures l'ouvrage Black Nihilism. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir comme invité, une fois n'est pas coutume, Monsieur Kémy Séba. Bonsoir tout le monde, bonsoir mon cher ami Kémy. Bonsoir cher frère. Nous sommes très heureux de t'accueillir sur ce plateau aujourd'hui en tant qu'invité, pour la deuxième fois en tant qu'invité. Tu étais venu l'année dernière nous parler de supranégritude. C'est ça. Black Nihilism. Il y a 2 ans maintenant, voilà. Ça va vite. Ça va très vite. Ouais. Black Nihilism, c'est un peu la suite, c'est le tome 2 de supranégritude. Exactement. Donc, tu fais un peu comme tu as l'habitude de faire dans le premier, c'est-à-dire que c'est un livre qui est écrit en 2 parties. La première partie un peu autobiographique et la deuxième partie plus dans l'analyse, plus dans ta pensée profonde. Pour te répondre déjà d'emblée, je remercie l'émission du Grand Rendez-vous de me permettre d'exposer au Sénégal mon ouvrage. Il est vrai que être chroniqueur c'est un plaisir ici, mais le plus grand bonheur pour moi c'est de pouvoir défendre mes idées. C'est ce qui m'a toujours le plus excité. C'est ce dans quoi je me sens le mieux, et donc c'est un bonheur que je ne cesserai jamais de répéter. Je t'en remercie profondément. Je précise que ce livre, c'est ce qui m'a valu aussi, puisque j'étais parti en promotion, ce qui m'a valu mes ennuis politico-judiciaires en France, puisqu'il semblerait que mes idées ne sont pas forcément appréciées du côté des élites occidentales. C'est à cause de mes idées qu'on m'interdit de rentrer en Suisse. C'est à cause de mes idées qu'on interdit 3 fois de suite dans le gouvernement français, c'est la première fois de l'histoire, les organisations panafricaines que je mets en place. Et c'est à cause de mes idées, évidemment, que j'ai été pendant un certain temps assigné à résidence. Donc, ce livre, ma réflexion, ma pensée, c'est ma raison de vivre. C'est la raison de vivre d'un bon nombre de gens. Ma méthodologie, elle est la suivante, c'est synthétiser mon expérience de vie et y rajouter mes idées. C'est ce qui fait que mes ouvrages se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires, chose qui serait objectivement très difficile pour bon nombre d'auteurs sur ce même domaine. Voilà. C'est un livre dans lequel... C'est un livre dans lequel tu t'es beaucoup livré, tu t'es beaucoup confié, comme tu le fais d'habitude, comme tu l'as beaucoup fait aussi dans le premier. C'est ma stratégie, je pense que sans le couper, cher frère, les militants panafricains, mes sympathisants, qui aujourd'hui sont quand même assez nombreux comparativement il y a 15 ans, m'ont toujours demandé, ont toujours espéré que je puisse me livrer, partant du principe qu'ils avaient l'impression, avec les anciens, ceux qui nous ont précédés sur le terrain du panafricanisme, qu'on avait toujours des idoles, des icônes, qui étaient lisses, qui n'avaient pas de défauts. On pouvait critiquer les idées, on pouvait débattre sur les idées, mais on ne connaissait pas leurs forces ni leurs faiblesses. Et ma démarche, c'est... Toi, tu as une bonne stratégie. Tu montres tout de suite les faiblesses. Mais ça évite. Après, c'est très difficile de m'attaquer. C'est-à-dire que je donne un exemple précis, sans être dans une logique de comparaison, mais on est tous les fils de quelqu'un. Que ce soit le docteur Khalid Mohamed ou dans un autre ordre d'idée, c'est ce que, en tout cas, les jeunes Afrique autres, ils aiment me comparer au frère Malcolm, même si objectivement j'ai énormément de différences avec ce dernier, avec cet aîné. Il y a eu un livre qui est sorti, Malcolm X, Une vie de réinvention, qui est sorti, qui a été écrit par Manning Marable, qui est un défunt grand historien afro-américain. Et dans cet ouvrage, il a sorti tout ce que Malcolm n'avait pas voulu exposer à l'époque, lorsqu'il avait rédigé avec Alex Haley son autobiographie. Je fais partie des gens qui ne veulent pas ça. Et je préfère tout livrer. Et après, on peut débattre sur les idées, mais il est très difficile. Après, on peut débattre sur la forme. Ceux qui seront légers débattront sur la forme, mais le fond, la complexité se situe là, et je pense que c'est important d'en parler, pour que les nôtres et les panafricanistes arrêtent d'idolâtrer les gens, mais se préoccupent des idées. Parce qu'il y a une guerre qu'on nous mène aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que les Africains le retiennent. Tu l'as intitulé Black Nihilism. Autant on pouvait comprendre supranégritude, parce que là, tu voulais aller au-delà de ce qu'ont fait les aînés, comme tu les appelles. Mais Black Nihilism, là, peut-être on se poserait la question. Quand on lit le livre, on voit que, comme tu dis toujours, tu utilises un peu les armes de l'ennemi pour rebondir dessus. On t'a peut-être traité une fois, je pense, un avocat qui te disait que voilà, que tu n'es rien, ces idées c'est le néant, c'est un nihiliste. Disait-il après m'avoir collé un 7e procès? Généralement, on ne colle pas de procès 7 de suite à quelqu'un qui n'est rien, mais c'est simplement une interjection qu'il a voulu me lancer. Et c'est vrai que j'ai ce défaut ou cette qualité
de reprendre la plupart du temps les interjections qui me sont lancées. Mais même en dehors de ça, mais en dehors de voilà, du fait que tu as rebondi sur ça, il y a aussi... Après, j'en ai développé quelque chose sous le... Il y a aussi le côté nietzschéen un peu de ta Exactement, et dans le cadre de la formation, je suis depuis 4 ans avec le professeur, l'un des plus grands philosophes africains aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'il l'est, le professeur Grégoire Biogo, à qui je rends hommage, qui fait la préface de cet ouvrage d'ailleurs. C'est dans ce cadre-là aussi que je me suis lancé dans cette réflexion, sachant que la démarche de Nietzsche, la pensée de Nietzsche, c'est quelque chose c'est une optique qui a été la mienne et dans laquelle je me suis plongé depuis plus d'une dizaine d'années, en autodidacte, sans avoir besoin des diplômes de quiconque, et bien longtemps avant d'avoir eu la reconnaissance d'ailleurs du professeur Biogo et de l'Institut Cheikh Anta Diop de Libreville. Pour parler un peu de la forme de l'ouvrage, je reste un peu parce que je sais que mes camarades diront plus dans le fond que moi peut-être. C'est vrai que les gens savent peut-être pas que tu écris très bien. Ça, c'est ce qu'on remarque. On l'avait remarqué dans le premier. Celui-là encore, je pense, est encore mieux écrit. Je pense même qu'il y a certaines nuits où tu avais des âmes de poète. Et tu as écrit avec de la prose rimée parfois. Je sais pas si c'est des choses qui t'arrivent de temps en temps. J'écris depuis petit, sans me couper, et lorsque je suis dans les géoles français, c'est aussi des moments où j'écris. Et dans les moments où je suis dans l'épreuve, c'est aussi des périodes où j'écris. Et je pense qu'il faut bien c'est ton côté rappeur, quoi, peut-être. Non, parce que je pense pas que les rappeurs soient... Enfin, je vais pas faire d'essentialisme. Je vais pas faire d'essentialisme, parce que j'ai des amis rappeurs à qui je passe un big up, notamment ceux qui nous regarderont dans la diaspora, notamment le frère Medine, notamment. Je suis pas certain que beaucoup de rappeurs puissent justement coller ce flow hip-hop là dans certaines parties du livre avec une réflexion de fond, comme j'essaye de le faire. Je suis pas certain, sans aucune arrogance, mais je le constate fermement. En toute modestie mise à part. Non, je le dis, hein, tu sais, je peux donner peut-être un petit exemple, par exemple, quand tu parles parce que peut-être que les gens ne le savent pas, tu as vécu peut-être des périodes difficiles, tu es revenu dessus, sans avoir besoin de tout les raconter, sinon il n'y a plus de surprise. Oui, mais ouais, je vais pas tout raconter, mais un peu pour montrer la façon avec laquelle tu t'es exprimé un peu dans le livre. Tu dis, le pire de la dépression, c'est que vous vous désintégrez mentalement. Mais beaucoup ne le savent pas, les gens vous voient paisible et vivant pendant que vous mourrez. Votre cœur est plongé dans le magma. Vous marchez tenu debout, mais vous êtes dans le coma. Vous êtes paralysé, mais vous faites les 100 pas. Vous n'avez plus faim, vous ingurgitez votre repas. Vous avez une magnifique famille, vous ne ressentez même plus la joie d'être époux ou être papa. Vous êtes un poisson plongé dans une marée de doutes et vous vous précipitez dans la mélancolie intérieure qui vous sert d'appât. Pas de trêve ni d'encas à la douleur. Vous prenez directement le principal plat. Vous roulez votre carcasse partout où vous le devez, alors qu'en réalité, votre corps est à plat. Donc voilà, comme ça, tu fais... C'est dommage, il n'y a pas le rythme. Bon, bah oui, je l'ai comme ça, je l'ai mal dit, mais peut-être je l'aurais dit avec le rythme. C'est vrai que là, c'est des choses qui sont un peu écrites comme ça, dans le début du livre, quoi, en fait, en tout cas. Des périodes, en tout cas, je pense qu'il est nécessaire de parler des périodes complexes. Je vis le panafricanisme, je ne le théorise pas seulement. Si je fais une démarche, une étude comparative, on viendra peut-être dans ce détail-là, mais quand je regardais dans mes années en banlieue française, quand j'ai commencé à traîner dehors avant de rentrer dans l'activisme politique, et quand j'ai commencé à étudier nos aînés, je me rends compte que, et je le redis encore, les périodes d'obscurité, les périodes de douleur, les périodes de souffrance réelle qui étaient les leurs, on ne les connaît pas. Et c'est quelque chose qui malheureusement éloigne la masse des, entre guillemets, leaders. Parce que si on ne connaît que les côtés positifs du leader, si on ne connaît que ses forces, on a tendance à le suivre, on n'a pas tendance à être à ses côtés et à agir à ses côtés. Moi, je n'ai jamais prétendu, jamais, et la preuve dans mon livre, parfois on me dit « Kémy, tu parles trop de tes faiblesses ». Je dis non, volontairement je le fais. Certains prennent ça comme une force et se permettent de dire « Ah, Kémy, là, ça n'a pas été simple pour toi. Ah, Kémy, tu as grandi. » Alors que eux-mêmes sont des personnes qui ne grandissent pas. Ils ne comprennent pas que je fais ça pour que eux soient dans la maturité. Je suis dans une démarche de m'auto-mutiler, souvent, dans mes ouvrages. De t'auto-flageller. Voilà. Pour que les personnes qui me suivent puissent elles aussi être dans cette démarche introspective. Ça me paraît extrêmement important. Et le panafricanisme a besoin d'une remise en question, aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas se poser, il faut pas qu'on ait peur de dénoncer certaines réalités difficiles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sur le continent africain, dans les pays où j'ai l'occasion de voyager, ou dans la diaspora,
On finit, je ne dis pas que je suis celui qui a ranimé la flamme, je n'ai pas cette arrogance-là, mais on finit par ne plus croire dans ce panafricanisme-là, justement parce qu'il n'y avait pas une mise à jour par rapport aux problématiques du XXIe siècle. Et c'est ce que j'essaye de faire, à mon modeste niveau. Et ma plus grande fierté, c'est... Justement, pour rebondir un peu là-dessus, c'est-à-dire que c'est peut-être une critique qu'on peut te faire quand tu parles de mondialisme, d'anti-mondialisme, d'anti-impérialisme. Est-ce que parfois tu ne penses pas que tu es un peu trop dans... que tu te fais un peu trop de cinéma, que peut-être tu es dans une certaine paranoïa et que les choses ne se passent pas véritablement comme ça. Sans rentrer dans les détails, on se connaît trop bien. Donc je sais que derrière ton masque, tu es beaucoup plus d'accord avec moi que ce que tu présentes là. Mais tu as totalement raison de les poser. Et je vais répondre avec gravité par contre que l'actualité africaine, Boko Haram, Nigeria, plus de 2000 morts en janvier. L'actualité au Cameroun, l'actualité au Kivu, l'actualité au Mali, l'actualité dans bon nombre de pays africains aujourd'hui ne fait que corroborer la gravité des propos que j'énonce. Et je dirais même que je suis un modéré extrémiste par rapport au drame que les Africains connaissent aujourd'hui. Et lorsque je parle de mondialisme, je n'en parle pas, certains vont dire... Kémy, il aime bien, il a le mot-clé mondialisme, oligarchie. Oui, le docteur Khalid Mohamed disait que les informations les plus importantes sont celles qui doivent être martelées. Et je les martèle. Je le dis et je le répète, je fais mon, entre guillemets, coming out panafricain sur ce terrain-là, même si tout le monde le savait depuis. Le grand rendez-vous est pour moi un alibi. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais je le dis quand même. C'est une opportunité pour moi. Je ne suis pas venu pour faire de la télé par plaisir d'en faire. Je pense que tout le monde le savait déjà. Voilà, mais c'est bien de le répéter. Mais je suis venu... Et je saisis cette opportunité pour diffuser un message, pour prononcer et pour déclarer des informations que bon nombre de personnes tentent d'ignorer. Beaucoup de personnes voudraient être dans Mamadou au Pays des Merveilles. Quand je dis Mamadou au Pays des Merveilles, c'est une caricature de Alice au Pays des Merveilles que tout le monde connaît. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait aussi des gens qui parlent des corbeaux qui rôdent. Je pense qu'il faut qu'il y ait aussi, dans la nouvelle génération africaine, au-delà des personnes qui sont dans des start-up, au-delà des personnes qui font vibrer la culture africaine, qui propagent les livres, c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait des personnes qui alertent. C'est mon rôle. Je prends des coups pour ça, que très peu de personnes seraient capables de prendre. Mais je le prends pour l'Afrique. Je les prends pour l'Afrique, je les prends pour les nôtres, et je les prends parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, on aura beaucoup de regrets demain. Et ceux qui ne me comprennent pas aujourd'hui me comprendront demain. C'est quelque chose que je sais profondément. Juste pour terminer, avant de passer la parole à Sassoum, tu disais qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on est en phase. Je le disais, que je pense, dans une interview, qu'on est peut-être en phase à 75%, mais sur les 25% qui restent, peut-être c'est pas... Il y a le côté tradition primordiale. Il y a ce côté, tu vois, ce côté religieux où c'est pas religieux, justement, tradition. Oui, mais de façon, tu sais, on va revenir à l'étymologie du mot religion, si tu veux. Bien sûr, on est jarré, bien sûr. Donc c'est quelque part, c'est toujours religieux. Donc c'est plus spirituel, c'est ce que je pense qu'il est important de faire. Il n'y a aucune religion sans spiritualité. Mais il y a des spiritualités sans religion. Évidemment. Mais là, comme le rastafarisme, par exemple. Ouais, bon, ça qui est une philosophie et que certains vont dire que c'est pas une religion. Ça, c'est un autre débat aussi, on pourrait rentrer dedans. Il y a des gens qui pensent que c'est une religion. Mais je veux dire que la tradition primordiale, comme tu l'as décrit, c'est vrai que c'est important pour toi. Tu en as beaucoup parlé dans la deuxième partie du livre. Est-ce que c'est pas aussi là, si je parlais tout à l'heure, de ce afrocentrisme qui fait que c'est vrai qu'on se considère comme la terre-mère, cet afrocentrisme qui veut dire que on n'a rien à prendre des autres. Même les religions, on était dans ce paradigme bien avant les religions révélées. Est-ce que je veux dire qu'il n'y a aucune contradiction entre le fait d'être un panafricaniste et de croire aux religions révélées qui peut-être viennent d'ailleurs, que peut-être viennent d'Asie mineure? Est-ce que c'est pas que tu pousses le bouchon un peu trop loin? Je te remercie profondément pour la question, mon cher frère, et parce que c'est probablement une question que certaines personnes, notamment au Sénégal, pourront se poser. Je te répondrai simplement que mon livre est justement une alternative à l'enfermement et à l'ethnocentrisme, même spirituel ou culturel caricatural. C'est une réponse à l'afrocentrisme que l'on rencontre aujourd'hui, afrocentrisme dont j'ai été pendant un certain temps le visage le plus médiatique. J'en suis sorti.
lorsque j'ai élargi mon message, lorsque j'ai été aussi dans des démarches de remise en question. Et la tradition primordiale, là où l'afrocentrisme exclut les personnes des religions révélées, le pérennialisme les inclut. Il n'y a pas une démarche excluante, il y a une démarche qui inclut, qui fait entrer toute personne, qu'elle soit chrétienne, musulmane, traditionnaliste ou autre, elle les fait rentrer derrière ce chapiteau-là. Et je pense que justement, lorsqu'on étudie la dimension du pérennialisme, le pérennialisme n'est pas africain, c'est universel. Ah ouais. Et c'est tu as repris beaucoup de la théorie d'Henri Guénon. De René Guénon, tout en contextualisant, parce que le problème de René Guénon, c'est que dans sa dimension philosophique, pour lui, le monde était bipolaire, Occident et Orient. Et je lui ramène une boussole, même s'il est mort, là où il est, peut-être qu'il me suit, en lui disant qu'il y a l'Est et l'Ouest, mais aussi le Nord et le Sud. Et que toutes les populations avaient un message originel. Et ce message originel ne s'oppose pas, contrairement à ce qu'on pense aux religions révélées. Ceux qui pensent ça sont des gens qui se trompent. Je sais que toi tu ne le penses, mais ceux qui le pensent sont des gens qui se trompent. J'essaye de réunir, parce que le panafricanisme ne peut pas se faire en excluant les autres, sinon c'est du mono-africanisme. Et il y a des gens, c'est un courant minoritaire, mais qui existe, qui est dans une démarche de penser que pour que l'homme originel, que l'homme noir revienne à lui-même, il faut qu'il s'éloigne des religions dites révélées. Mais je fais partie des personnes qui pensent que les religions dites révélées ont toujours existé. Simplement, elles ont été révélées peut-être à des endroits précis, où ils avaient peut-être plus besoin de certains rappels que les populations originelles qui, elles, les avaient déjà. Donc je n'oppose pas religion révélée à tradition primordiale. Les deux sont liés, et je pense que c'est un trait d'union qui permettra justement au panafricanisme de se développer. Parce que dans cette crise que nous rencontrons aujourd'hui, qui est une crise du déracinement, qui est une crise de la babylonisation des esprits, les gens veulent nous faire perdre, on va dire l'élite, parce que certains n'aiment pas forcément le terme oligarchie, mais l'élite veut nous faire perdre nos repères, veut nous uniformiser. Et la meilleure façon de répondre à la manière dont ils réagissent, c'est justement de nous enraciner, sans exclure les choses que nous avons acquis aujourd'hui, non, mais pour nous enrichir. Un arbre sans racine ne tient pas, et je pense que c'est la dimension principale de cet ouvrage. Je vais passer la parole à Sassou. Alors, d'ailleurs, ce livre... Bonsoir déjà, ma sœur. Bonsoir, mon frère. Donc, ce livre, je l'ai lu très vite. Enfin, il se lit vite. Il se mange, en fait, quelque part. Les choses qui frappent en premier, c'est qu'il est très, très, très honnête. On peut peut-être que les gens peuvent reprocher beaucoup de choses, souvent à des intellectuels quand ils se posent, mais on ne peut pas te reprocher un manque d'honnêteté, ça c'est sûr. On peut aussi dire qu'il est bien écrit, sauf les phrases à la Yoda, comme je les appelle, c'est-à-dire plus fragile potentiellement serait ma vie, enfin les inversions dont je ne suis pas vraiment fan et que je trouve cassent le rythme en fait de ton écriture. Mais c'est vrai que beaucoup d'autres personnes sont coupées, hein, ma sœur. Oui. Dans notre génération, moi j'ai grandi dans la Mecque du rap français qui est le 92, le 9-2. Oui. Et ces phrases en Yoda, là justement, c'était quelque chose que toute notre génération, là où on était, répétait. Oui. Et c'est mon particularisme, j'avoue. D'accord, oui. mais qui plaît beaucoup. Tout d'un coup, enfin moi en tout cas, mais ça coupe le rythme. Et du coup, ça sort je trouve. J'entends. Après, bien sûr, comme toujours, le sens de la formule, de la provocation, un peu de manque d'humilité, mais ça, bon, on le sait. Ça c'est bon, je te laisse parler. Et par contre, ce que je dirais moi en fait, j'avais l'impression de retrouver Amkoulel. J'avais l'impression qu'en fait ton approche du panafricanisme, c'est un voyage initiatique. Et étrangement, je te voyais en Afrique en fait. À chaque fois que tu te plaçais à l'extérieur, je te voyais en Afrique et t'arrêtant à un baobab à chaque fois où tu puises un savoir que tu ramènes. Et que tu intériorises et que tu digères et que tu mets vraiment quasiment vomi. Hein. C'est vraiment, tu as l'impression que ça sort comme ça. Donc c'est vraiment c'est très émotionnel, c'est très émotif comme manière d'écrire. Après ça, c'est la forme. Je réponds sur la forme d'abord ou voilà. Bon, première chose, j'entends clairement tes réflexions, même si je peux ne pas forcément les partager. C'est le but de la manœuvre. Sur l'humilité. Même si tu dis ça sous forme de boutade, je pense que c'est important de le préciser. L'humilité, c'est être capable de reconnaître ses fautes aussi. L'humilité, c'est être capable de reconnaître ses forces, mais aussi ses faiblesses.
Et lorsque je fais, encore une fois, une étude comparative avec les livres dans ce genre, je ne vais pas dire que je les connais par cœur, mais comme je suis quand même l'un des visages les plus visibles de cette mouvance-là, je peux te dire que très peu sont dans cette optique de pouvoir s'exposer, se mettre à nu et montrer la fragilité comme je le fais. Et pour moi, l'humilité, c'est être capable de faire ça. Après, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas non plus, je m'humilie déjà en exposant certaines choses, mais je ne vais pas non plus dire des choses qui sont évidentes pour la plupart des gens qui me suivent, et même pour mes adversaires, et pour les États qui s'opposent, ou les élites qui s'opposent à moi, je ne vais pas non plus les cacher pour être extrêmement humble. L'humilité, pour moi, c'est la sincérité. Les deux vont de pair. Voilà. Okay. Mais j'entends parfaitement la réflexion qui est là. Après, quand je lis la description que tu fais du black nihilisme et d'où ça vient, j'entends aussi quelque part la voix de Sankara qui dit la patrie ou la mort. Ça rejoint un peu ce sentiment qui est on y va ou la mort, parce qu'on est déjà mort quelque part, et donc qu'elle soit réelle, qu'elle soit actuelle et réelle, finalement c'est la même chose, parce que je suis déjà mort. Je n'existe plus comme je le devrais, donc je suis déjà mort. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc, quelque part, il est vrai, ça reprend le flambeau qui est nécessaire quand on est dans une lutte, parce qu'on l'est depuis un bout de temps, on est dans une lutte. Donc, en fait, c'est ce que moi, en tout cas, j'ai retiré, qu'on est dans une continuation, et pas forcément dans une nouveauté, en tout cas sur ce thème-là, parce que c'est le sens même de l'activisme, c'est ça. C'est de se mettre dans une logique où, comme je suis déjà... on m'a annihilé, on essaye de m'annihiler en tout cas, on essaye de me mettre dans le néant. De ce néant, je vous dis où j'existe et je vous mets dans la gueule que j'existe, où je meurs. Vous avez ces deux choix, j'ai ces deux choix-là. Ce n'est pas vous qui choisirez pour moi. Et donc, du coup, c'est en tout cas ça c'est ce que je reprends de là. Alors, je rebondis sur ce que tu me dis. Je te remercie encore pour la question, ma sœur. Et je te remercie aussi de confirmer que je suis le fils de mes pères. Merci. Parce que, bien souvent... ceux qui s'opposent à la réflexion qui est la mienne ont tendance à dire parfois que je peux ne pas respecter, soi-disant, certaines démarches des pères fondateurs, alors qu'en réalité, je suis un fondamentaliste de leur pensée et je suis dans une claire, stricte et profonde continuité de leur démarche, à la différence que la continuité ne veut pas dire la répétition, la continuité veut aussi dire parfois la mise à jour. Et les problématiques que rencontrait Sankara dans les années 80 sont l'introduction au développement que je vis aujourd'hui. Ce qui ne signifie pas qu'elles sont les mêmes. S'il n'y avait pas son passif, objectivement, quand j'ai écrit Black Nihilism, je n'ai pas pensé à Sankara, j'ai aussi ce problème, quand on m'impose trop des idoles, je peux les aimer profondément, mais ce n'est objectivement pas à ces dernières que je me réfère. C'est dans l'ADN peut-être. C'est dans l'ADN, la pensée peut-être. Peut-être aussi. Mais ce qui est certain, c'est que, comme tu le dis très bien, l'ouvrage et la pensée que j'essaie de développer, et c'est même pas que j'essaie de développer, c'est ce que je vis. C'est, pour moi, le panafricanisme face à ces enjeux du XXIe siècle, qui sont multiples, qui sont dangereux, qui sont complexes. Et ce nihilisme-là, comme l'a très bien dit, de manière même poétique, le philosophe Grégoire Biogo, j'utilise la négation pour nier ce qu'ils veulent nier chez nous. Et la manière dont on l'expose me paraît, que ce soit dans mes conférences ou dans l'ouvrage, mais l'ouvrage est en réalité un prétexte pour énoncer ces réalités-là, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui, qu'en ce début du XXIe siècle, dans le cadre de nos analyses, qu'on ait beaucoup plus cette démarche d'être dans une observation critique des forces qui se présentent à nous, des forces exogènes qui se présentent à nous, plutôt que d'être toujours dans le béni oui-oui, être toujours dans l'acceptation. On a trop accepté. Et c'est parce qu'on a trop accepté que l'Afrique aujourd'hui se retrouve dans cette situation. Alors, parfois la négation peut être excessive, mais même dans l'excès, et même dans la provocation, il y a une raison. L'Afrique, c'est trop ouverte. Ça ne veut pas dire... C'est là où moi j'ai une nuance. Certains pensent que c'est sa nature. Moi je pense que la vie c'est un étalage, et c'est un passage, c'est une transition de saison. Il y a eu l'automne, il y a eu l'hiver, il y a eu le printemps, c'est un cycle. On s'est ouvert à une certaine période. Je pense qu'en cette période, aujourd'hui, il est nécessaire qu'on se ferme un peu plus. C'est la dimension qui est la mienne, et je fais office de vigile sur ce terrain-là. Alors, deux points. Un petit dernier, enfin,
Alors, tu as parlé là, dans ta chronique de la semaine dernière du respect du sacré. Et parfois, je vois des termes comme talmudo-satanique et synagogue de Satan. Amen. Qui sont du coup, quelque part, touchés au sacré de ces religions-là, et pas forcément parce que c'est les livres sacrés et les lieux sacrés, et qui répondent bien sûr aux versets sataniques, etc., qui sont enfin, dans cette confrontation-là. Et du coup, je me dis, ok, qu'on puisse... Surtout quand il est traité souvent d'antisémite, voilà. Et qu'ils mettent de l'eau dans le... De l'eau dans le bain. Parce que du coup, être antisioniste, il y a même des juifs qui sont antisionistes. Qui sont mes amis, Neturei et Karta, notamment, voilà. avec qui j'ai déjà manifesté. Mais du coup, et même les frères éthiopiens qui sont juifs, et donc, voilà. Dans lesquels j'ai des sympathisants. Et donc, est-ce que dire peut-être que mettre le mot Talmud et Satan et le mot synagogue et Satan, ce n'est pas une insulte du sacré? Je te remercie à un degré, ma sœur. J'espère que les gens ne vont pas croire que c'est truqué. Parce que ce que tu dis là, c'est l'exemple dont je me sers quand je fais mes conférences pour expliquer justement ces concepts. Synagogue de Satan, le premier qui l'a dit, c'est un juif, c'est Jésus. Dans la Bible. Pour les personnes chrétiennes qui nous lisent, elles le savent. Synagogue de Satan, ce n'est pas Kémy Séba qui l'a inventé, c'est Jésus lui-même, pour dénoncer justement les personnes qui niaient, ou du moins qui nuisaient, excusez-moi, au judaïsme. Et je reprends cette démarche-là parce qu'en effet, aujourd'hui, des gens se cachent derrière le judaïsme pour commettre des forfaits. Ils n'ont de juifs que le nom, mais ils ne sont pas juifs dans les actes. Et ils nuisent à un degré qu'on n'imagine pas à cette belle religion. Moi, je le dis, j'ai étudié l'Ancien Testament, j'ai étudié la Torah, comme j'ai étudié le Nouveau Testament et le Coran honoré. Étudier ne veut pas dire tout connaître, mais j'ai étudié parce qu'il était important pour moi de comprendre. Et l'Ancien Testament est un texte riche. L'enseignement de Moussa, que l'appelle ça sur lui, c'est un enseignement puissant. Et c'est normal, c'est un enseignement probablement divin. Et pour ceux qui sont athées, même ceux qui sont athées, je les encourage à étudier. Ceux qui ne croient même pas, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en l'existence de Moïse, je les encourage aussi à étudier. Il y a des informations importantes, à mon sens, pour l'humanité. Maintenant, donc ça c'est le premier point par rapport à la synagogue de Satan. Jésus l'a dit, si on me taxe d'antisémite, je pense qu'il faut taxer Jésus le juif d'antisémite, mais je pense qu'il ne l'était pas. Deuxième point, le Talmud. Le Talmud est à dissocier fortement et fondamentalement. Là aussi, c'est des choses que j'ai énormément étudiées. J'arrive. Et là encore, ce serait peut-être un manque de respect profond par rapport au hadith, mais j'entends ce que tu me dis. Le Talmud est probablement l'un des textes les plus racistes de l'histoire de l'humanité. Toutes les personnes religieuses, vous voyez, je dis ça tombe derrière, parce que les gens sentent... Les gens sentent probablement la dangerosité de ce que je dis, mais je l'assume avec fermeté parce que quelqu'un se doit de le dire. Et beaucoup le disent peut-être en dehors de l'Afrique. Le Talmud est un texte dans lequel il y a la hiérarchisation des races. La manière dont les Noirs sont assimilés à des singes dans ce texte-là, c'est ce qui fait que les Juifs, justement, antisionistes dont tu me parles, le Neturei et Karta, ont une distance critique très profonde par rapport à ce texte qu'est le Talmud, et se rapproche de l'Ancien Testament. Je fais partie des personnes qui lisent les enseignements divins, mais qui ne regardent pas les commentaires de personnes qui ont hiérarchisé les races, parce qu'on ne peut pas critiquer Gobineau et encenser le Talmud. Et ça, je le dis avec une fermeté claire, nette et précise. Mais je te remercie infiniment pour la question. Ousmane? Donc, bonjour, mon cher ami et frère Kémy. Bonjour, mon frère. Donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui encore, de parler de plaque-nihilisme. Moi déjà j'avais lu Supranégritude, c'est avec plaisir aussi que j'ai lu Black-nihilisme. Je me dis que sur le plan conceptuel, ce texte est beaucoup plus, c'est mon avis de toute façon, est beaucoup plus profond que Supranégritude. Là on atteint la maturité intellectuelle et j'assume ce que j'ai dit aussi. Et tout à l'heure, Alioune a parlé de Nietzsche. Moi, je vis un langage de la déconstruction totale. C'est-à-dire les anciennes idéologies, le discours impérialiste. J'allais dire, bon, ça c'est, il fait du Derrida ou quoi. Donc, pour te connaître, j'en sais beaucoup. C'est vrai que mon professeur, formateur en philosophie, Grégoire Biego, était le meilleur élève de Jacques Derrida. Donc, ça se voit dans le langage.
Et souvent, on peut dire que... Il était élève de Derrida. Hein. C'est vrai. Là, tu vois, il y a des choses qu'on peut ne pas savoir. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente, pour Sabiogo, le major de la promo, pendant un certain nombre de temps. Donc, j'ai bien aimé. Et souvent, sur le langage, on peut dire qu'il est... quand on ne connaît pas la personne, mais quand on discute, le langage reflète la vision politique de Kémy. C'est engagé, c'est souvent, ça frise peut-être la violence, le mépris, mais c'est pas ça. Ça frise souvent cela. C'est-à-dire, en certains moments, on peut dire que, bon, Kémy dit que la vérité est là où je suis. Mais c'est pas ce que je dis, mon frère. Non, non, c'est pas ça. Voilà. Je suis en train de connaître. Quand on te lit, on a l'impression que tout ce qui est fait avant, ça ne tient plus. Il faut faire un autre panafricanisme. Et ça, je partage ton point de vue pour en avoir discuté avec toi. Et comme la mondialisation et le mondialisme, tu sais que c'est des thèmes qu'on aborde souvent ensemble. Tu as critiqué les panafricanistes en disant qu'ils confondent souvent mondialisation et mondialisme. Et que c'est deux choses qui ne sont pas les mêmes. La mondialisation, c'est vrai, c'est un processus naturel. Et ça contribue à rapprocher des distances géographiques. Ça contribue à rapprocher des distances géographiques. C'est-à-dire, tu peux être là ou dans ta case, assis mal, ailleurs, et avoir le monde dans ta case. Ça, c'est formidable. Mais à un certain moment, je me suis dit que, est-ce que ce n'est pas ce processus-là qui va petit à petit dériver vers le mondialisme, c'est-à-dire vers une pensée uniformisée, vers une pensée... Est-ce que la mondialisation... Répète ta question, excuse-moi. Par exemple, c'est-à-dire la connexion... par la beauté de tes lunettes. Tu les vois tout le temps. Mais oui, mais là, elles sont plus scintillantes que d'habitude. Ok, super. Je dis, est-ce que, par exemple, la mondialisation... C'est une stratégie de déstabilisation. Non, c'est mon ami, on discute de toute façon. Tu savais à quel point? Il est tellement fort. Le mondialisme, est-ce que ce n'est pas une dérivée de la mondialisation? Alors, je peux répondre. Oui, allez. Clairement, c'est un... J'essaie de chercher le mot adéquat, on va dire c'est un dérivé, c'est une dérive, mais c'est pas le terme que je cherchais à la base. Claire, nette et précise de ce phénomène naturel, et c'est la spécificité justement de nos élites. Et c'est ce que j'appelle, ce que je considère comme étant leur plus grande force, même sous un angle géostratégique. C'est ou même sous un angle religieux ou spirituel, c'est de prendre des choses naturelles et les pousser à l'excès, les sortir de la norme. Pour justement dénaturer, et c'est le sens, si on veut même entrer dans une dimension spirituelle, c'est la mission de Satan. C'est la mission du diable. Je ne dis pas que ces gens-là sont le diable, mais la manière dont ils agissent, c'est exactement cela. C'est de prendre des choses divines, des choses naturelles, et de leur suggérer de sortir de la voie. De le parasiter. De les parasiter. Donc, parasite, ça. Et c'est clairement et simplement la définition pure du mondialisme aujourd'hui. La mondialisation permet aujourd'hui que l'émission qu'on a va être regardée dès qu'elle sera diffusée par des dizaines de milliers de gens, par des millions de gens. La mondialisation fait que la dernière chronique qu'on a fait sur Charlie Hebdo a été vue par des centaines de milliers de gens. Et sur Internet, malgré que certaines forces en Occident voudraient qu'on ne voit pas ça ou qu'on ne dise pas ce qu'on dit. Je peux ajouter quelque chose? Voilà, bien sûr. Et le mondialisme fait que beaucoup de gens se réclament étant Charlie. Exactement. Alors qu'ils ne sont exactement, pas mon frère. ça. On est totalement d'accord. Et c'est justement pour cette raison que toute personne qui pense, qui essaye de réfléchir, qui se remet en question sur ce sujet, doit préciser à chaque fois qu'il en a l'opportunité, c'est mon point de vue. Je ne dis pas que je n'ai pas une vision absolutiste en disant que tout le monde doit l'avoir, mais c'est ce que je pense en tout cas, doit préciser et différencier justement cette notion de mondialisation de la problématique du mondialisme. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, toi et moi on le sait pour en discuter beaucoup à l'extérieur du plateau, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que nous connaissons une guerre aujourd'hui. On est là en train de se balader. On est là avec nos portables, on est là, iPhone, selfie, iPhone, tout ça. Enfin, je devrais pas dire de marque, ça sera peut-être peu. Mais le problème, c'est que nous subissons une guerre qui n'est pas complètement invisible. Elle est présente. Sauf que bon nombre d'entre nous, et il faut qu'on soit sincère dessus, même si on peut être critique, la plupart des gens ne prennent pas la peine d'analyser, ne prennent pas le temps d'analyser les nouvelles forces qui sont là pour nous coloniser. Et si on analyse, on se rend compte que l'ultime colonialisme aujourd'hui, qui sera probablement
probablement le dernier. Sans faire le Nostradamus, il suffit simplement d'analyser le cours de l'histoire et de comprendre le présent, de l'analyser, de creuser pour le saisir. Le dernier des colonialismes et qui touche l'humanité dans sa globalité, c'est le mondialisme. Je fais rapidement, si tu te permets, une petite parenthèse. Lorsque j'étais en prison, on avait la télé, d'accord? J'étais en isolement parce qu'apparemment le panafricaniste est plus dangereux que certains terroristes dans les propos qu'il énonce. Donc j'avais pas la possibilité de parler 3/4 de ma peine, mais j'avais au moins la télé avec laquelle je pouvais converser. Je parlais tout seul, ça m'arrivait. Et j'ai vu sur une des chaînes, je crois que c'était France 24, un reportage sur les manifestations, la révolution dite des parapluies, à Hong Kong. Un terme extraordinaire. Une révolution, c'est comme ça qu'ils nous présentent cela. Et lorsqu'on creuse, lorsque je suis sorti, dès que j'ai vu cette révolution soudaine, je me suis dit, j'aimerais analyser pour creuser et savoir exactement de quoi il s'agisse. Et lorsque tu sors, disons que tu analyses, tu creuses, tu recherches, tu fais des découpages analytiques sur Internet, tu te rends compte que cette prétendue révolution était simplement une volonté. Il y a l'un des apôtres de cette révolution-là qui s'appelle M. Zimmerman. Je ne savais pas qu'il y avait des Zimmerman à Hong Kong, mais bon, je veux dire que sans rentrer dans des globalités, aujourd'hui le monde est un village et donc il peut y avoir des sionistes même à Hong Kong. Mais ce que je veux dire, c'est que il a poussé, non je n'ai rien dit, il a poussé. C'est pas parce qu'il est juif qu'il est sioniste quand même. En tout cas, si tu recherches justement, c'est ça les découpages, tu te rendras compte que dans ses déclarations, il fait partie des gens qui soutiennent fortement Israël, c'est qui la définition du sionisme. Mais juste pour répondre sur ce que tu dis, il a poussé la crudité de pensée jusqu'à, parce qu'il savait qu'aujourd'hui la Chine est dans une démarche économique et politique de prendre le monopole sur le terrain même des richesses premières, des richesses naturelles, sur le terrain politique, sur le terrain de l'influence aussi. Et ils savent que Hong Kong est un réservoir pour cette nation. Et ils ont voulu parasiter ça en retournant la jeunesse contre ces élites. Eh bien, si on ne connaît pas le mondialisme, on a l'impression, on va tous sortir. Tu as vu les Hongkongais, révolution des parapluies. Oh, tu as vu, il faut qu'on fasse ça. Mais ils ne savent pas que c'est des révolutions téléguidées, comme le printemps arabe qu'on nous a énoncé, mais qui en réalité a été l'hiver arabe, qui a destitué, en effet, sur certains points, un certain nombre de tyrans. Là n'est pas la question. Mais qui n'a pas changé le système. Ça a fait sauter les marionnettes, mais pas les marionnettistes. Et c'est ça. C'est ça le drame que nous subissons aujourd'hui. Et c'est juste pour terminer, c'est ça la responsabilité qui n'est pas simplement la mienne. Moi, dans le rôle qui est le mien, en effet, depuis 15 ans, c'est devenu ce rôle-là. Mais on se doit tous d'analyser cela pour ne pas être berné par des révolutions. Et il y en a aussi ici, hein, où des structures peuvent être cooptées, vont renverser les dictateurs, mais ne changent pas le système. Parce qu'elles sont sponsorisées par les vrais colons, qui, eux, sont derrière la scène. Oui, tu as ce que je dis. Je vais ajouter quelque chose sur le mondialisme. C'est-à-dire, toi, tu es beaucoup plus, je te tutoie parce que c'est normal. Tu es beaucoup plus dans le terrain politique. Mais si on analyse. C'est mon domaine à la base. Oui, je comprends. C'est très bien. Si on analyse de manière beaucoup plus froide, le nouvel impérialisme, c'est ça. Tu as cité tout à l'heure iPhone, iPad. C'est-à-dire, à un certain moment, nous êtres humains, nous qui devons vivre dans le monde avec nos identités, on perd nos identités. Exactement. On devient des êtres sans monde. C'est-à-dire, au lieu d'habiter le monde avec nos valeurs, nos cultures, on nous impose une certaine valeur, une certaine culture, une certaine manière de concevoir le réel et le monde qui nous déconnecte totalement de nos identités. Qui fait que, je lance un message souvent politique et on partage ça, qui fait que souvent, même nos propres représentants, quand ils ne partagent pas certaines convictions, ils se déplacent pour aller à Paris pour dire qu'ils sont Charlie. Alors que et quelques jours après, ils interdisent la diffusion de Charlie. C'est ça le paradoxe, et c'est ça le mondialisme actuel. Par exemple, Cabral disait dans L'Arme de la théorie, oui, qu'on partage, il suffit pour vaincre un peuple. Vous partagez trop de choses là. Ouais, il faudrait que Diallo partage moins de choses avec Kémy là. Hein, non, il y a une question métaphysique. C'est une discussion, c'est-à-dire, bon, il a ouvert les... Ah oui, on échange. C'est-à-dire, pour dominer un peuple, on n'a plus besoin d'armes, on n'a plus besoin de guerre. Il suffit d'infiltrer le peuple. Et ça, tu l'as très bien montré dans ton livre, en montrant que souvent, nos représentants qui se disent panafricanistes, souvent c'est des panafricanistes, parce qu'ils définissent le panafricanisme selon les carcans, les idéologies imposées par l'Occident. Et ça, c'est fort. C'est ce que je voulais signaler. Une question maintenant fondamentale, je dirais métaphysique, mais ce n'est pas métaphysique. Quand tu définis par exemple la tradition primordiale, je me dis, est-ce que la tradition primordiale ne nous donne pas à lire les cosmogonies ou la vision des cosmogonies africaines où chaque être est force vitale et Dieu l'être suprême qui produit
qui produit ces forces vitales-là et qui n'est pas possible de représenter. Est-ce que c'est pas cela? C'est exactement ce que j'ai dit dans le dernier chapitre. Oui, parce que dans le monde sérère, on est totalement d'accord. Le monde dans lequel j'habite, c'est pratiquement les mêmes choses qu'on retrouve. Bien sûr. La philosophie bantou-rwandaise, même s'il y a des différences aussi, c'est la même chose qu'on retrouve. Benga a beaucoup écrit, exactement. L'aîné que je salue aussi, exactement, bien sûr, totalement. Maintenant, concernant le c'est un débat alléchant. Juste une dernière. Ouais. Une dernière question. Concernant le panafricanisme, toi, tu amènes une nouvelle vision, une nouvelle conception du panafricanisme. Est-ce que l'idéal aussi ne serait pas, sur le plan politique, tu puisses ériger un parti pour faire entendre ta voix aussi? Alors, je te remercie profondément, là, encore une fois, pour cette question, cher frère. Le panafricanisme passé, pour moi, a échoué. Non pas ceux de nos aînés, non pas celui de Cabral, non pas celui des aînés. Je parle de ceux qui ont succédé à nos héros qui sont morts sur le panthéon de la dignité. Il a échoué parce qu'il était malheureusement élitiste et il était complètement coupé des réalités et des réflexions de la masse. Partout où je voyage, que ce soit dans la diaspora ou sur le continent africain, les gens ont mal de voir le panafricanisme être bradé. On a une structure, une suprastructure qui s'appelle l'Union africaine, qui aujourd'hui est financée en majorité par l'Union européenne. Comment peut-on, en ce XXIe siècle, en une période où il y a un génocide quasiment au Kivu, en une période où on a dans tous ces pays en crise sur le continent africain, des armées qui commettent ou des milices qui commettent des exactions aussi grandes, comment peut-on avoir une institution aussi large qui n'est pas capable de régler des problèmes comme ceci? C'est parce que ces gens-là sont coupés des réalités de la masse. Et j'irai plus loin, ces gens-là sont sponsorisés par ceux qui nous asphyxient. Et donc, moi, ma réponse, elle est simple, c'est que je fais partie des gens qui sont jusqu'au boutiste. J'ai plus besoin de le prouver sur le terrain de l'action. Enfin, je le prouve à moi-même chaque jour. Mais voilà. Qui sont dans cette dimension de se dire que la meilleure des réponses, elle viendra de la société civile. Elle viendra du peuple. Je ne crois plus au centre de gravité qui se situe dans les urnes. Je n'y crois plus du tout. La preuve, les gens qui sont dans les urnes, si un jour la population estime et là je parle vraiment, je suis plus en mode chroniqueur, je dis vraiment ce que je pense, même s'il m'arrive de dire ce que je pense aussi en chroniqueur, mais si la population n'est plus concernée par la réalité du président... Tu n'es pas chroniqueur, là tu es invité. Exactement, et là je peux dire exactement ce que je pense, sans limite. Si la population estime que les chefs d'État agissent d'une mauvaise façon, on a vu les dernières révolutions, même s'ils étaient énormément sponsorisés, ils sont tous sur un siège éjectable. Mais la société civile, elle ne changera jamais. Elle sera toujours là. Et c'est dans ce sens-là que, pour te répondre précisément et pour terminer sur cette question profonde, moi, ma finalité, comme je dis, c'est pas forcément la télévision, tout le monde le sait. Je m'oriente petit à petit vers la fusion de la démarche politique panafricaniste, qui est activiste, qui est la mienne, et la logique humanitaire. Parce que je ne peux pas critiquer. Il faut être cohérent jusqu'au bout. Le néocolonialisme qui se diffuse aujourd'hui, non plus via les chancelleries européennes, mais par les ONG, le soft colonialisme là, dont Jen Sharp parlait, lui, quand il parle de les coups d'État soft, c'est exactement ce dont il s'agit, et je remplace ça, j'interfère les concepts. Le soft colonialisme là, on ne peut pas le critiquer sans être capable de proposer. Et moi, il y a une structure, sans faire des publicités à cette dernière, qui, elle, s'occupe et se préoccupe uniquement de la question musulmane, mais qui, moi, me touche beaucoup, qui s'appelle Baraka City, qui est une ONG faite par des jeunes de banlieue en Occident, des Maghrébins et quelques Africains subsahariens, qui s'est fondée, qui s'est formée et qui a décidé d'aller dans toutes les zones de conflit dans le monde islamique, là où personne n'ose aller pour apporter de l'aide. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est ce que, même si je ne suis pas censé en parler trop et je m'en arrêterai là, c'est ce que je fais avec bon nombre de personnes, d'autres personnalités de la société civile africaine ou diasporique, des modérés. On m'étiquette radical. Il y a des modérés, il y a des radicaux comme moi, il y a des gens qui sont même pas forcément dans la démarche politique, qui sont uniquement dans la démarche sociale. Et ça, c'est le projet ultime de mon œuvre politique. C'est ce que j'estime être la priorité. Voilà. Abdoulaye Diallo. Merci à l'une. Bonsoir, merci. Bonsoir, Tony. Je voudrais quand même, avant qu'on commence ce débat, faire part quand même de toute l'affection que j'ai pour Kébi, c'est mon frère. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais cela ne va pas du tout empêcher qu'avec Kébi, je l'espère, que nous puissions en fait échanger sur les questions de fond qui sont abordées dans ce livre. Un livre quand même. C'est la stratégie de Kébi. Effectivement,
En plus qu'il le dit très bien dans le livre. Et là, quand même, c'est un livre dont je recommande la lecture aux téléspectateurs qui nous suivent. En lisant ce livre, quand j'ai terminé, j'ai vu que c'était un livre confession. Le professeur Biogo parle d'un livre conceptuel à certains points de vue, mais moi, j'ai surtout vu un Kémi qui se découvre, un Kémi qui se met à nu, qui commence ses propos par l'expression à la page 29, « J'ai mal la famille ». J'ai vu un Kémi qui doute. J'ai vu un Kémi suicidaire à la page 40 de l'ouvrage. Et tout cela m'a amené à me dire que Kémi, quand même, est un grand enfant. Un grand enfant qui s'est cherché, qui est en train de se chercher et qui, dans le panafricanisme qu'il théorise, a trouvé sa voie. Une voie qui, certainement, est à parfaire. Et c'est un livre dans lequel, également, on est toujours dans la forme. Il y a un discours va-t-en-guerre. Je ne révèle rien, puisqu'il s'agit de Kémi. Avec un langage... Non, mais je veux dire, ton discours est un discours va-t-en-guerre. Ça dépend de quel côté on se place. Effectivement. Mais aussi avec des propos, quand même, qui ne sont pas forcément ceux qui devraient être les propos de quelqu'un qui aspire à être un leader. Je ne cherche pas à être un leader. Premier point. Dans ton domaine. On en reparlera tout à l'heure. Tu me dis la question du panafricanisme, je n'en reviens pas. Ils en ont largement parlé. Mais sauf que j'ai un problème avec toi quand on a l'impression que Ousmane a eu à le dire avec des termes, on va dire, un tout petit peu plus diplomatiques, en disant que la vérité est toujours du côté de Kémi. C'est là où je pense que tu... Nian a parlé tantôt de l'humilité. Mais je me suis rendu compte, en lisant ce livre, que tout ce qui n'est pas du tout théorisé Kémi, en fait, il y a deux camps. Le camp de ceux qui n'est absolument pas du tout bien, ça c'est vraiment l'ennemi, ceux qui sont en guerre contre l'Afrique, et de l'autre côté, ceux qui ont essayé de tenir tête mais qui ont échoué, et où il est impossible de tirer quelque chose. Et Kémi, lui, vient proposer une troisième voie. Et la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu ne te donnes pas un destin messianique, mon cher? Alors, je te remercie profondément pour la question vaste. Et je te fais confiance pour que tu reçoives bien, malgré toute l'affection que j'ai, les propos qui seront peut-être dans le fond et dans la forme moins affectueux. Parce que là, on est dans un débat d'idées, on n'est pas dans l'amitié. Première chose, la différence fondamentale que j'ai peut-être avec toi, puisqu'on on peut se tutoyer aussi, c'est cette remise en question perpétuelle. Qui fait? Ah non, 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 je ne me remets pas en cause, sauf que, je ne me suis pas livré. Sauf que si tu permets que je puisse, parce que je t'ai écouté jusqu'au bout, là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être un invité. La semaine dernière, tu m'as demandé d'être sympathique. Je l'ai été. Et là, maintenant, à mon tour, je te demande juste de me laisser terminer, parce que je t'ai écouté patiemment. Tu parles de grand enfant, je pense que nous en sommes tous. Mais l'humilité, et ceux qui laissent peut-être une empreinte, ce sont ceux qui sont capables de se regarder dans une glace et de dire « je grandis à chaque fois ». De ne pas être dans l'imposture. Il y a des gens qui sont dans l'imposture. Moi, je fais partie des gens, froidement, qui ont décidé, avec force et conviction, de montrer, et c'est une démarche scientifique, de base, quiconque l'est un minimum, que dans la vie, il n'y a pas une route sans écueil, sans erreur, sans échec. Il n'y a pas une route ornée que de réussite. Beaucoup d'autres personnes, peut-être toi, peut-être pas, là n'est pas la question, aiment montrer simplement leur force, aiment montrer ce dans quoi ils ont réussi. Beaucoup. Je te parle du domaine du panafricanisme, objectivement, quiconque doté de raison, et je le dis froidement, concédera cette réalité-là, sur cet aspect-là. Très peu sont capables d'être dans cette démarche critique par rapport... Est-ce que tu peux nous donner des exemples précis? Parce que là, en fait, le reproche aussi qu'on peut avoir, si je peux juste c'est ce discours mystificateur. Est-ce que tu peux nous donner un exemple précis de ceux
dont tu dis ils ne se remettent absolument pas du tout en cause, surtout dans le combat du panafricanisme. Est-ce que je peux juste te demander de terminer mon propos? Parce que, par correction des téléspectateurs, on me fait souvent cette remarque, et tu remarqueras que ces derniers temps, je suis très à l'écoute des gens. Eh bien, je te repose aussi cette réflexion. Je pense qu'il est important que tu puisses m'entendre jusqu'au bout, sinon tu ne saisiras pas ma réflexion de fond. Soyons sincères jusqu'au bout. Et quand je parle de remise en question, je ne parle pas simplement de remise en question sur le terrain des idées. Je parle de remise en question sur le terrain de ton attitude, sur le terrain de ton comportement. Parce que les idées sont véhiculées par une personne. Toi, les idées que tu peux avoir, dans ton domaine qui est le tien, qui n'est objectivement pas le mien. Et c'est pour ça que j'ai aussi cette pudeur de ne pas me prononcer sur la démarche de l'édition. Moi, l'activisme politique, ça fait 15 ans que j'en fais, et je pense pouvoir plus me prononcer que la plupart de ceux qui sont autour de ce plateau. Et je le dis aussi avec sincérité. Voilà il est le seul qui est capable d'avoir une idée qui tienne la route. Mon frère, il y a quelque chose que je te demande quand même, c'est d'éviter la caricature. Parce que je ne suis pas caricatural avec toi. Non. Je peux, c'est-à-dire le livre et... Non, mon frère. Peut-être qu'il a posé des questions. Effectivement. Si tu pouvais répondre, pour qu'on aille dans la précision. Mais justement, justement. j'aimerais répondre, mais j'aimerais aussi que il n'y ait pas de... Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Je ne sais pas si tu en mesures aussi l'intensité. Attends, juste intervenir. Non, juste que je termine. Je finis juste ma phrase. Je finis juste ma phrase. Et ces personnes-là vivent la gravité de la situation. Ces personnes-là attendent de nous du sérieux. Et dans ce sérieux, il convient aussi de ne pas être dans les anathèmes caricaturaux. Un grand enfant qui se cherche, il y a la voie du bien, la voie du mal. Ceux qui creusent dans mes ouvrages et qui creusent dans mon œuvre et dans ma pensée savent que je suis 10 fois plus nuancé que cette caricature grotesque que font les gens, et je le dis froidement, que font les gens qui sont pétris de certitudes, mais qui ne seraient pas capables d'encaisser les coups que nous encaissons. Et quand je dis ça, très peu de gens, encore une fois, tu me parlais du panafricanisme qui se remettent en question. J'étudie l'œuvre de Cabral, j'étudie l'œuvre de Kenyatta. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient parfaits, mais ils ne se sont jamais mis à nu comme moi. Jamais. Effectivement. C'est uniquement de ça dont on parle. Je pense qu'il a... Qu'ils n'ont pas ces faiblesses. On peut pas... on peut penser. On n'est pas obligé de dire des faiblesses qu'on n'a pas. On peut penser, mais je sais juste qu'il y a très peu de gens qui sont parfaits sur cette terre. Et je me méfie souvent. Non, ils sont pas parfaits. Juste, je termine. Et je me méfie souvent. Ils sont pas parfaits du tout. Je me méfie souvent des personnes pétries de certitude qui pensent avoir raison sur tout. Parce que quand tu me lis, quelqu'un qui est sûr de lui dans tout ce qu'il fait ne connaît pas les douleurs et les épreuves que je connais. Je me questionne. La démarche d'un scientifique, c'est quelqu'un qui tente certaines choses, et sur lesquelles, il y a aussi des choses sur lesquelles il peut se tromper. Et c'est en se trompant aussi qu'il réussit. Si j'étais dans ce que tu dis que je suis, cher frère, et je te le dis avec amour et affection, jamais de la vie, jamais, je n'aurais présenté des faiblesses sur un terrain politique, sur un terrain parfois aussi, qui ont été les mêmes parce que j'expérimente. Et en effet, celui qui expérimente... Tu m'avais dit, tu termines la phrase, tu as terminé la phrase. Voilà, celui qui expérimente a toujours cette capacité de comment dirais-je, peut témoigner de son expérience par rapport à ceux... Tu vas me laisser placer un mot quand même. Non, mais juste je veux juste poser une chose. À toi, voilà. Je veux juste intervenir par rapport à ce que... C'est juste un début de débat. Je voudrais que les choses soient claires. Qu'on ne se fasse pas, par exemple, qu'on ne soit pas en donneur de leçons. Qu'on laisse la personne s'exprimer, que tu lui dises pas comment s'exprimer et qu'il te dise pas comment t'exprimer. Jusqu'à présent, les échanges sont cordiaux. Merci. Tu lui dis pas comment parler et lui il te dit pas comment parler. D'accord, c'est ce que je demande. C'est-à-dire que il fait la critique d'un livre. Il vient pas faire la critique de Kémy Séba ex nihilo. Mais il a parlé de choses. Sauf que le livre. Voilà. Donc on le laisse aussi. Sauf que le livre fait fusion avec son auteur. Et que ce livre n'est que le récépissé d'une œuvre et d'un activisme. Donc quand on dit, et je termine dessus, je le confirme avec froideur, sourire, mais fermeté, que les histoires de grands enfants, on peut faire ce concours-là
Et je pense que... Non, tu pourras pas, parce qu'il n'a pas fait de... Non, mais laisse-moi terminer. Il n'a pas produit de livre. Si tu veux, tu sais ce qu'on peut faire. Il y a deux choix aussi. Non, si on va non, dans la non, caricature, je peux me taire complètement et on ne répond plus. Non, tu ne fais pas ça, mais tu le laisses. Donc simplement, quand je dis ça... Je le laisse défendre tout seul. Mais oui, mais bon, il faut aussi me laisser m'exprimer. Absolument pas du tout. Loin de moi une quelconque idée de te caricaturer. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans le plateau là savent les relations amicales et affectives qui nous lient. Et le combat que tu mènes est un combat qui doit être mené. Mon point de vue est que, et je pense que tu peux me le concéder, c'est de dire qu'on aurait pu agir pas totalement de manière différente, mais avec une certaine nuance. Mais c'est ce sur quoi nous sommes totalement d'accord, et c'est ce qui explique que je partage, dans tous les colloques que l'on fait sur le panafricanisme sur le continent, je partage des échanges avec des personnes qui peuvent être diamétralement opposées. Mais la seule chose sur laquelle je m'arrête, et je dis la caricature n'est pas nécessaire, et c'est mon point de vue, tu me laisses aussi avoir ce droit-là, c'est que parler de grands enfants quand des gens se remettent en question... C'est l'impression, en fait. Mais je respecte ton impression. Je suis libre mais j'ai le droit de respecter aussi ton impression totalement, mais j'ai le droit de te dire que tu te trompes complètement. Aussi, c'est mon point de vue. C'est tout ce qu'on dit. Voilà, c'est uniquement de ça dont on parle. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va parler d'autres questions de fond. Le panafricanisme, ils en ont parlé. Les relations que tu as eues avec un certain nombre d'entre eux, on ne va pas en revenir. Tu as parlé du guide Mouammar Kadhafi, des relations affectives que tu as eues avec lui, mais quand même il y a eu... C'est un grand mot, moi je l'ai aimé, je te précise, hein. Je l'ai rencontré une fois quand il y avait les 500 leaders de la diaspora qui étaient réunis à Paris pour le rencontrer, mais j'ai pas eu de... Voilà, j'ai pas eu d'histoire d'amour avec lui. Mais la question également qui se pose à ce niveau, c'est que on est dans une sorte de guerre, tu as parlé des guerres mondialistes, une guerre que le gouvernement global mènerait à l'Afrique. Et là, dans ton positionnement, tu critiques et tu tires sur l'Occident. Et dans ton livre, tu nous demandes, en tout cas tu te présentes en quelqu'un qui voit de l'autre côté des alliés. Tu parles des non-alignés. Tu as parlé de tes relations avec l'Iran, avec le Venezuela et la doctrine bolivarienne. Mais moi, la question que je me pose, quelle est la place qui doit être véritablement celle de l'Afrique intrinsèque dans tout cela? Mon point de vue, ma conviction est que le discours qui doit être tenu à ces jeunes Africains, c'est de se dire qu'ils ne doivent absolument pas du tout se déterminer ni contre l'Occident, ni avec les autres. Mais c'est qu'ils se disent que le continent africain, ils doivent le faire eux-mêmes. Comme l'Asie aujourd'hui, menée en tête par la Chine, a réussi à le faire. Et dans ce continent, moi je demeure convaincu qu'il y a des gens qui peuvent faire en sorte que les choses changent. Tu es dans ce combat. Alioune, que tu présentes comme un panafricaniste qui se cache, est dans ce combat. Et d'autres dans ce pays, ceux que j'ai rencontrés ce matin par exemple à la direction des impôts, sont dans ce combat. Et cette jeunesse africaine est une jeunesse qui a besoin qu'on lui dise, au lieu de regarder à gauche et à droite, mais bon Dieu, qu'elle regarde devant elle. Explique-nous pourquoi veux-tu que nous nous détournions de l'Occident et que nous ayons tendre la main à l'Iran, en sachant que l'Iran, quand ils vont venir, mais ils ne vont pas venir comme des alliés. Ils vont venir armés d'une idéologie et ils vont utiliser les moyens dont ils disposent pour propager l'idéologie. Et c'est toujours, encore une fois, le jeune Africain qui en sera la victime. Tu me dis quand je peux répondre. Vas-y. Merci. Je te remercie avec profondeur, encore une fois, de cette question qui me permettra, avec honneur, de clarifier ce que, je pense, une minorité peut encore penser, malgré certaines explications qui ont été données. Je m'inscris dans une démarche panafricaine qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui est celle de Sankara, lorsque Sankara se rapprochait du Nicaragua, à l'époque où le Nicaragua était un pays blacklisté encore plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont, en termes de diabolisation, d'autres pays les ont dépassés. Ils avaient peut-être à l'époque le rôle que le Venezuela et l'Iran ont sur le terrain des non-alignés et sur le terrain de la diabolisation, sur un point de vue historique et géostratégique pur.
quand Sankara se rapprochait du Nicaragua, certains lui posaient une question qui ressemble à la tienne. Vous parlez d'indépendance, vous parlez de non-alignement, mais vous parlez à un État dont on sait que le narcotrafic, dont on sait que le communisme, dont on sait que l'extrémisme se développe et se propage de manière exponentielle. Je ne te coupe pas. Et je voudrais juste clarifier en disant que je te vois venir. Non, mais je n'identifie absolument pas du tout l'Iran comme un pays qui est à mettre dans le banc. Je sais que l'Iran est une des plus grandes civilisations au monde. Et je m'inscris en faux sur tout ce qui se dit sur l'Iran, sur tout ce qui se dit sur les pays du Sud. Mais ce que je voudrais, là où je voudrais t'inviter, c'est de nous dire pourquoi ne pas regarder ici en Afrique et qu'on soit obligé de tourner le regard vers un autre pays. Ça aurait pu être, j'ai juste cité l'Iran parce que tu en as parlé dans ton livre. J'ai parlé du Venezuela aussi. Et du Venezuela dans ton livre. Alors, juste, parce que tu as parlé de... Bon, si je peux poser une question et demander à terminer ma phrase et qu'on puisse comme ça la comprendre. Donc je disais, parce que ce que tu dis n'a absolument pas de rapport avec ce que j'étais en train d'énoncer, comme ça je te rassure dessus, lorsque je parle de l'Iran, en effet l'Iran, et ça va au-delà de toi, le Venezuela, sont des pays considérés comme des États criminels. Et il se trouve que ces pays, je m'inscris dans la démarche historique des non-alignés, c'est l'Iran qui dirige les non-alignés aujourd'hui. Je ne suis pas allé voir les Iraniens parce que j'adore les shawarma là-bas, ou parce que j'adore leur tenue là-bas. Le peu de fois où je suis allé, ce n'est pas un endroit où j'aimerais rester éternellement, mais j'y vais pour des raisons géostratégiques froides. Et je le précise. Et d'ailleurs, j'ai laissé par le passé, volontairement, parce que je suis un provocateur et que j'aime ça. J'ai laissé même croire qu'il y avait des financements de l'Iran. Sachez que s'il y avait eu des financements par le passé, les autorités, les gens qui me surveillent à gauche et à droite, en Occident, comme à d'autres endroits sur le continent, l'aurait déjà ressorti depuis longtemps. Donc c'est évidemment une fumisterie sur ce point-là. Premier point. Le deuxième, moi, vous savez, en politique, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. Il n'y a pas de naïveté. Quand je me rapproche, que tu ne parles que de l'Iran, mais c'est bien de parler de l'Iran et des Venezuela, sinon on ne peut pas comprendre la dimension. On ne peut pas comprendre... Oui, mais tu as développé sur l'Iran, si tu permets juste que je précise ça. Et justement, on ne peut pas comprendre mon rapport à l'un si on l'oblitère et on laisse de côté l'autre. Mon rapport, justement, est de refuser d'avoir un seul allié. Mon rapport est de se dire que l'Afrique, en dehors des relations, et tout le dernier chapitre parle de ça, le dernier chapitre parle des voyages que je peux faire dans différentes contrées initiatiques, cette logique de tradition qui est le tissu, qui relie toutes les sociétés africaines. C'est ce sur quoi je suis le premier installé, où je m'installe en priorité, et je le dis avec fermeté. Mais cela n'empêche pas qu'à l'extérieur de l'Afrique, je ne veux pas que l'Afrique se ferme sur elle-même. Je pense, et la Chine ne s'est pas non plus fermée sur elle-même, voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours qu'on évite aussi les caricatures. Elle a été dans une démarche de se développer sur son terrain traditionnel, culturel, tout en étant capable d'analyser, de tracer une cartographie de la géostratégie mondiale. Et c'est ce que je fais lorsque je parle des Vénézuéliens, lorsque je parle des Iraniens, et que je précise, parce qu'on est loin de cette démarche de quelqu'un qui, justement, va tendre la main à d'autres personnes. Quand je précise que les uns ou les autres m'ont proposé X choses pour que je puisse être leur relais, j'ai dit non, vous n'avez pas compris. Je suis un Africain, je ne serai jamais chiite. Ce n'est pas mon projet. Je suis un Africain et je ne suis pas bolivarien. Mais je suis un Africain qui analyse pourquoi l'Iran et le Venezuela, et ça, partout où je voyage, les 3/4 des gens le comprennent. Mais je peux accepter que certains ne le comprennent pas. Je suis un Africain qui analyse pourquoi mes pires ennemis craignent ces pays. Et quand certains sont les pires ennemis de ceux que j'analyse comme étant les ennemis numéro 1, non pas en grand enfant, mais en quelqu'un qui a un passif et qui est visiblement craint par certains pays en Occident, eh bien je le dis froidement, il est de mon devoir, ou si enfin on peut parler d'enfants terribles, comme le dit Biogo, comme le dit le professeur Obenga, il est de mon devoir de me rapprocher de ces nations-là et de parler, d'être à l'écoute. Pourquoi? Parce que, parce que Monsieur le grand Barack Obama a dit que certains pays étaient des pays qui ne pratiquaient pas la démocratie, ça voudrait dire que je ne dois pas m'en rapprocher? Est-ce que la seule solution du panafricanisme, c'est comme le veulent certains afrocentristes qui justement disent, sont tellement loin dans leur démarche qu'ils refusent même les religions dites révélées et qui feraient en sorte que toi, nous tous autour de ce plateau, on ne soit pas panafricains parce que si on est chrétien ou musulman, on n'est pas des bons Africains. Ben non, je pense que non. Je pense qu'on doit être capable de se
même, mais sans être dans un racisme caricatural. Je pense qu'on doit être capable, et ça c'est la remise en question qui fait ça, je pense qu'on doit être capable de se forger soi-même tout en tissant des liens avec d'autres nations qui, par principe, parce que c'est ça la définition des non-alignés. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ça penses que l'Afrique est prête pour aller tisser des alliances avec ces grandes puissances? Parce que quoi qu'on dise, l'Iran est une grande puissance, est une puissance nucléaire, crainte par l'une qui se disent actuellement des plus grandes puissances, mais qui ne l'est plus, en l'occurrence les États-Unis. Moi, je pense que l'Afrique doit d'abord travailler à faire en sorte... Est-ce que l'un empêche l'autre, mon frère? Je ne pose une question non, sincère. Non, mais présentement, je ne dis pas que l'un empêche l'autre, mais personnellement, je ne pense pas, tout comme tu es certainement convaincu, et comme nous tous dans autour de cette table, que l'Afrique n'a pas la capacité de pouvoir tenir tête en tant qu'allié ou en négociation aux États-Unis. J'en suis convaincu que nous n'avons pas encore atteint ces moyens pour pouvoir tenir tête à l'Iran. Moi, Frangin, mon frère, je t'écoute, je suis absolument pas d'accord avec toi. Mais je t'entends. Mais il y a une nuance, encore une fois, entre toi et moi, sans dresser un mur, c'est une constatation, c'est que lorsque je vais là-bas, je vais dans le cadre de congrès, et dans ces congrès-là, il y a des gens de toute la planète qui viennent, des anti-impérialistes, ceux qui sont considérés comme des personnalités politiques dangereuses dans les pays où ils sont, qui se réunissent là-bas et qui parlent de résistance à l'impérialisme moderne, qui est le mondialisme. On ne va pas là-bas, et c'est quelque chose que je pense qu'il faut comprendre dans le fond et éviter toute phobie qui, à mon sens, me paraîtrait puérile. Je ne dis pas que tu l'es, mais la phobie, l'iranophobie que les médias occidentaux propagent, on en voit les résultats. Moi, ce n'est pas mon intérêt. Je ne suis pas un ambassadeur de l'Iran, mais je suis un ambassadeur, clairement, d'un panafricanisme décomplexé, qui regarde la manière dont elle doit se sortir du piège dans lequel certains sont en train de nous pousser. Et quand j'écoute Hugo Chavez, quand j'écoute Mahmoud Ahmadinejad, je comprends et je constate. Comme quand j'écoute Robert Mugabe, parce qu'on n'a pas parlé, j'ai pas parlé du Zimbabwe, on peut en parler, c'est le pays dont je suis actuellement le plus proche. Mais comme j'aime justement cette problématique, je veux même qu'on reste sur l'Iran, le Venezuela. Je le dis et je le répète, quand les nations non alignées prennent leurs responsabilités et décident de résister à la pieuvre aujourd'hui, il est du devoir des gens qui réfléchissent un minimum, des gens qui voyagent, des gens qui vont au-delà de leur peur, au-delà des clichés dans les salons de thé. Il est de leur devoir d'aller sur le terrain et de voir si oui ou non des liens peuvent être tissés. Mais les liens dont je parle, cher frère, je ne dirais pas grand frère sur ce terrain-là, cher frère, ne sont pas des liens. Oui, parce que sur ce domaine panafricaniste, je ne peux pas estimer que je te considère comme un grand frère, t'es mon frère. Là n'est pas le problème. Oui, non, c'est mon constat. Ça peut ne pas être ton problème, mais c'est mon constat. Mais juste que je veux te dire, que ça puisse plaire ou pas, laisse-moi la possibilité d'exprimer mon constat. Je pense qu'il est important pour n'importe quel résistant au mondialisme de s'allier, et je le dis avec une force et avec une joie, d'aller étudier au moins ce que les nations qui résistent le plus font. S'allier ou aller étudier ne veut pas dire fusionner. Les critiques que je fais sur l'Iran ou le Venezuela n'ont pas plu forcément. Je suis tout à fait à ces gens-là. Et c'est justement, et c'est pour ça que je dis, faisons attention aux caricatures, parce que ça me fait penser à un discours de l'un des, c'est Israël Info Live, l'un des plus grands médias israéliens aujourd'hui, qui a d'ailleurs dit à peu près la même chose que toi. En gros, non, mais c'est pas de l'anathème, c'est un constat. Tu sais pas ce qu'ils ont dit, donc ne secoue pas la tête. Voilà. Ne secoue pas la tête, mon frère. Voilà. Je pense que la comparaison est assez forcée. Ce que je te dis, c'est que sur Israël Info Live a dit la même chose que toi. C'est qu'ils ont l'impression, ils ont tellement une vision inférieure de l'Africain qu'ils pensent que quand l'Africain va parler avec quelqu'un directement, il va se faire assujettir. Non, ce n'est pas ma démarche. Je voudrais juste te dire que le combat, je veux dire, de l'altermondialisme, pas de l'altermondialisme, un autre thème que je l'ai noté en fait, c'est pas un lapsus, parce que je l'ai noté, je voulais qu'on en parle, parce que tu as chargé tout ce qui est ONG. Je suis d'accord avec toi qu'ils sont là parce qu'ils sont les leviers du pouvoir occidental. On n'a pas besoin de nous en cacher, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais quand tu parles des rappeurs, quand tu parles de l'altermondialisme, en fait ça revient à ce que je disais tantôt. On balance tout et on reprend à zéro, alors que la question est un peu plus complexe. Et je voudrais que l'on termine sur une autre question de fond. Je trouve que tu caricatures énormément, ça me fait plaisir, et je pense qu'il est important que les gens lisent, pour savoir, et toutes les personnes qui ont lu savent que tu es un peu... Voilà, je voudrais quand même effectivement qu'on aborde
question de fond, Kémy, c'est cette question de la tradition primordiale dont tu as parlé. Et dans ton discours, cette tradition primordiale qui inviterait à une sorte de, je ne dirais pas de passéisme, mais à un enracinement, comme si toi, Kémy, croyant, musulman, en tout cas, c'est ce que je suis panafricaniste, je ne parle pas de religion, ça c'est son texte. Voilà. Et voilà un autre problème. Comment peux-tu prétendre avoir une vision panafricaine de changer l'Afrique en faisant fi de la pensée? Mais qui fait fi? Là, tu dis que tu ne parles pas de religion. Non, tu as un préjugé caricatural, mon frère, je suis obligé de te le dire. Tu me laisses terminer. C'est une question que je pose, Kémy. Bah, finis ta question, je réponds. Question que je pose. Je me dis que moi qui suis musulman, l'autre qui est chrétien, qui pourtant sont des Africains, ne croient absolument pas du tout à une sorte de primauté de l'homme noir sur terre. Moi, en tant que musulman, je crois à ce que le Coran m'a dit. Et le Coran dit quoi? Le Coran m'a dit que le bon Dieu a créé Adam et Ève, il a sorti Ève, et puis donc l'humanité s'est développée de là. T'as aucune certitude de ça? Non mais je suis historien pourtant, et pourtant je n'ai aucune certitude là-dessus. La seule certitude que j'ai en tant que musulman, c'est ce que le bon Dieu m'a dit dans le Coran. Moi je te parle en tant que scientifique, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et effectivement, parce que là c'est une question de fond qui doit déterminer quand même la vision. Est-ce que Alioune, je peux répondre ou Vas-y, mon cher frère. Gloire à Dieu. Tu vois, j'invoque Dieu quand même. Cher frère, quand tu me parles, j'ai l'impression, quand je t'entends parler, et j'espère que tu me laisseras parler jusqu'au bout cette fois-ci. Je ne dirai plus. Merci. J'entends parler que, en fait, tu es venu avec des questions et des réponses. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est des questions, et tu fouilles dans l'autre pour comprendre ou entendre ou t'intéresser à ces réponses. Je n'ai pas dit, tu n'as absolument rien compris sur ce point-là, quand tu me dis... quand je dis je suis panafricaniste, ça veut dire qu'il y a une forme de panafricanisme, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, et je répète, que moi je me considère comme panafricain, je le suis de facto. Et dans le domaine qui est le mien, dans lequel je suis l'un des plus visibles aujourd'hui, je fais fi de la dimension qui est de me présenter en tant que chrétien, musulman ou autre, parce que quand je parle à des gens, je parle à des gens de différentes confessions. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une spiritualité, nous sommes assez adultes pour comprendre que les choses sont un peu plus complexes que ça, soyons sérieux. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et qui me paraît là aussi important. Tu me parles de primauté de l'homme noir, et j'espère que les téléspectateurs regarderont avec attention les propos que tu as énoncés. Tu dis que tu es historien, et je te remercie de ne pas m'interrompre sur ce point. Moi, j'étudie Job, j'étudie un certain nombre de personnes, j'étudie même des personnes qui sont dans la paléontologie, des gens qui sont des anthropologues, des personnes qui sont des étudiants de l'être humain. Et aujourd'hui, c'est connu universellement parlant, même de gens qui n'aiment pas forcément l'Afrique, que les premiers hommes étaient des Africains. Alors après, on peut dire qu'ils étaient violets, ils étaient verts ou oranges, comme des oranges au marché juste à côté. On peut être dans cette caricature. Mais je sais que tu es plus intelligent que ça pour savoir de quoi je parle. Voilà. Et donc, c'est le deuxième point. Le troisième point, là encore une fois, ce qui me prouve, et ça me rassure quelque part, et ça me permet de comprendre pourquoi tu as compris autant de travers mon livre depuis tout à l'heure. Quand tu me parles des confessions religieuses, tu n'as pas compris que la dimension du panafricanisme pérennialiste, comme le dit le professeur Biogo, comme le disent d'autres, c'est justement de rallier derrière ce trait d'union qui, auparavant, le panafricanisme, il suffit de voyager dans les différents secteurs de ce courant de pensée. Il y a des sconcions fortes. Il n'y a jamais eu autant de sconcions en ce début du XXIe siècle à l'intérieur du panafricanisme à cause des questions de religion. Et je viens, et je ne dis pas je viens par plaisir de dire je viens, même si tu as ton préjugé dessus, et c'est ton droit, l'histoire jugera. Ce qui est sûr, c'est que je viens. En tout cas, moi le présent, parce que j'ai l'occasion de voyager, de faire ces conférences, je vois les gens qui comprennent, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ne comprennent pas. Et donc, ce que je dis. Et donc, dans ce sens-là, ce panafricanisme pérennialiste a pour objectif de réunir des gens qui peuvent être chrétiens, d'autres musulmans, d'autres rastafaris, d'autres athées, derrière cet idéal qui est en train de se fissurer. Il suffit juste de connaître un minimum le milieu panafricain pour comprendre la problématique qui est la mienne. Mais je ne peux pas t'en vouloir, cher frère.
de ne pas forcément comprendre cette réalité-là, parce que je suis confronté, et ce n'est pas de l'arrogance ou de l'insolence, à des réalités que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, comme tu es confronté, dans le milieu qui est le tien, à des réalités, sauf que j'ai peut-être cette humilité de le dire, des réalités que moi je ne connais pas. Mais dans cette dimension panafricaine activiste, oui, l'enjeu du XXIe siècle, c'est d'être capable de tisser des traits d'union entre le chrétien, le musulman, le rastafari, l'athée. Ce sujet est profond, parce que c'est ce qui fait. Ce sont cette ignorance et ce mépris. On peut secouer la tête, mais les faits sont là. Les républiques centrafricaines, quand les musulmans et les chrétiens se tapent sur la tête, exacerbés par des forces exogènes, et ce n'est pas dire, Kémy qui dit, lui, les forces exogènes, non, c'est du constat. Je suis d'accord. Eh bien, ce constat-là, face à ces gens qui meurent, quand des gens m'écrivent, je ne peux pas être dans la parabole, ou je ne peux pas être dans la nuance, oui, je suis dans l'urgence. Et c'est ce qui fait ce temps passionné. C'est ce qui fait que certains disent Kémy Séba l'enfant terrible. Mais c'est cet enfant terrible qui Le demain grand enfant sera, terrible, non. ce grand enfant, peut-être même, Terrible, terrible. mais ce grand enfant terrible-là, l'histoire jugera ce qu'il a fait et ce que les autres qui le critiquent n'auront pas fait. C'est ma dernière réponse à cette liste. Le débat... Juste pour conclure, parce que vraiment, juste pour conclure, pas parce que pour c'est vraiment- polémiquer Ah, mais c'est encore. rare, Parce que généralement l'invité à la conclusion. Normalement. Je vais dans son sens à lui. Comme Je vais il dans dit, son il a sens. raison que le dernier mot revient à l'invité, et comme il a bien fait son... Je suis tout à fait en fait. Ouais, juste pour exactement, dire- il a bien travaillé Mais quand même, cela ne son m'empêchera final. pas à lui de dire que... Le reste, peut-être qu'on le verra en lisant le effectivement, livre. en lisant le livre... Mais je te remercie parce que profondément pour il y a cette eu des question. questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. C'est clair, c'est Effectivement, clair. On pourra- et c'est un livre qui regorge Exactement. des questions de fond On pourra en qui discuter montrent pendant des véritablement heures et la des vision heures. de Kémy. Et encore une fois, j'encourage la lecture de ce Mais je te livre. remercie mon frère, vraiment. Et Donc, ça, vraiment, comme il a dit, on peut pas terminer en dommage. une émission. D'autant plus que chaque fois qu'il prend la parole, il fait son show. Donc